Si tu débutes la calisthénie ou que tu rêves de débloquer tes figures de force comme le front lever, le muscle up ou même ton équilibre, mais que tu te poses 1000 questions parce que tu ne sais pas par où commencer, quoi travailler efficacement ou alors ce qui est le plus pertinent pour débloquer ces fameuses figures, alors tu es clairement au bon endroit. Moi c'est Damien, coach en calisthénie et j'aide les débutants à commencer cette merveilleuse discipline et surtout à débloquer leur première figure de calisthénie. Et dans le cadre de mon métier, j'ai pu identifier les 30 questions qui reviennent le plus, celles qui empêchent concrètement les gens de commencer ou de les faire sortir de la stagnation. Et dans cette vidéo, je vais y répondre une par une, sans bullshit, pour enfin te donner une réponse claire. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai préparé 30 questions qui sont toutes ici. On va les piocher au hasard et je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible, mais tout en essayant d'apporter une réponse la plus complète possible. On est parti avec la première question. On pioche. Allez, c'est parti. Oh, c'est génial. Je vous jure, je vous jure que j'ai pris cette question totale au hasard. Est-ce qu'il faut commencer avec des exercices de base avant d'attaquer les figures en calisthénie? Ça tombe bien parce que c'est la première question. Est-ce qu'il faut commencer avec des exercices de base? Donc, qu'est-ce que j'entends par exercice de base? J'entends évidemment traction, dips, pompe, traction australienne, plus tous ces exercices-là qu'on fait un petit peu au début dans un cadre de renforcement avant d'attaquer spécifiquement les figures. Est-ce qu'il faut réellement faire ça? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça fait gagner du temps? Est-ce que ça fait perdre du temps? Mon avis, c'est que déjà, évidemment, ça va dépendre de votre point de départ. Si vous avez plusieurs années de musculation, ce qui est souvent le cas, vous voulez commencer la calisthénie, globalement, vous pouvez attaquer normalement les figures parce que vous avez déjà un certain renforcement au niveau de vos tendons, de vos articulations. Donc, il y a très peu de risque de blessure à condition que vous fassiez les choses évidemment correctement quand vous attaquez les figures. Par contre, si vous n'avez absolument aucun antécédent sportif ou alors que ça remonte à très très longtemps, là, je vous conseillerais, oui, d'attaquer les bases et de maîtriser ces bases avant d'attaquer l'entraînement des figures, notamment des figures qui demandent beaucoup de force, comme par exemple le front lever ou même le back lever, qui sont certes des figures accessibles, mais qui restent des figures, si on n'a pas l'habitude de forcer dans ces angles articulaires, qui peuvent mener à des gênes, des douleurs, voire pire, une blessure. Donc, je vous conseille, oui, de faire la base. En termes de nombre de répétitions, moi, j'ai pas un nombre de répétitions clés, par exemple 10 tractions, non, mais par contre, j'aime utiliser un repère, et ce repère, c'est le muscle up. À partir du moment où vous passez votre premier muscle up, en vérité, je considère que vous avez une base assez solide, entre guillemets. Non pas que la base soit forcément parfaite à 100%, mais elle est solide pour attaquer tout doucement et progressivement les figures de calisthénie. Donc vraiment, si vous voulez un point de repère, utilisez le muscle up, et à partir du moment où vous passez votre premier muscle up, voilà, vous avez assez de force pour attaquer les figures de calisthénie. Moi, j'aime bien utiliser ce repère que plutôt 10 tractions. Et ça se trouve, avec les 8 tractions, vous avez assez de force pour commencer les figures de force. Donc, c'est dur en fait de dire, ouais, à partir de 10 tractions, tu peux commencer le front lever. Non. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est dès que tu passes ton premier muscle up, on peut passer à la suite tranquillement. Sans forcément abandonner la base. Évidemment, on peut continuer à travailler notre base. De toute façon, cette base, par exemple, les tractions, pour débloquer la tuck front lever, ça peut être très très utile. Ça veut pas dire que, vu qu'on attaque les figures, on fera plus jamais la base. Non, pas du tout. On peut très bien faire les deux. Il n'y a aucun souci. Allez, deuxième question. Est-ce que je dois m'échauffer spécifiquement pour les figures? Et ben là, c'est un peu le même type de réponse en vérité, c'est-à-dire ça dépend où vous en êtes en fait. Si ça fait 10 ans que vous pratiquez la calisthénie avec les figures statiques, je pense notamment à Ilyes qui avait partagé qu'il s'échauffait pas tellement parce que son corps est habitué en fait à faire ces mouvements. Si vous êtes débutant, moi je conseille de vous échauffer, mais attention, pas n'importe comment. Ce que je conseille comme échauffement obligatoire, c'est un échauffement mobilité, articulation, histoire de vraiment chauffer ces fameuses articulations. Un petit échauffement cardiovasculaire de 5 minutes suffit et après vous pouvez attaquer votre séance. L'échauffement, c'est génial, ça peut éviter certaines blessures, mais malheureusement, si cet échauffement dure trop longtemps ou alors qu'on se conforte trop avec cet échauffement, on peut en fait s'enfermer dans notre échauffement et en gros s'interdire de performer en dehors de l'échauffement. C'est-à-dire que vous, votre but, quand on commence les figures de calisthénie et même quand on est intermédiaire, professionnel, élite, notre but en vérité c'est
de faire ces figures n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel moment de la journée. Et ben du coup, si vous conditionnez votre cerveau à faire uniquement ces figures après 20-25 minutes d'échauffement, bah vous ne pourrez jamais les faire pour faire une photo stylée par exemple. Si évidemment vous n'avez pas de douleur, vous n'avez pas de gêne et d'antécédents de blessures, échauffez-vous la mobilité, les poignets, les épaules, histoire de voilà, d'éviter d'aller dans des angles hyper puissants dès le début. Un petit échauffement cardiovasculaire histoire de monter la température du corps et après vous pouvez y aller. Je prends un exemple, votre entraînement c'est des handstand push-up. Vous pouvez au début faire 2-3 petits handstands histoire de chauffer un petit peu les épaules dans cet angle et après vous pouvez attaquer directement vos handstand push-up. Troisième question, est-ce que répéter toujours les mêmes exos c'est une bonne chose? Donc là on est dans le cadre, on travaille les figures de calisthénie et je vais prendre l'exemple par exemple du front lever, on fait du front hold et des front raises. Est-ce que c'est bon de répéter inlassablement ces exercices jusqu'à débloquer la figure? Bah oui. Voilà, la réponse est oui, c'est bon, à condition que vous preniez du plaisir. C'est le plus important. Si vous ne prenez pas de plaisir dans votre pratique, vous n'irez pas bien loin. Donc le plus important, c'est que vous preniez du plaisir. Et le deuxième point, le plus important également, c'est que ces exercices soient spécifiques. Ça veut dire qu'ils se rapprochent et utilisent à peu près les mêmes groupes musculaires et surtout le même angle de travail que la figure. Donc par exemple, sur un front lever, on va vouloir faire du front lever et travailler dans la position du front lever. Est-ce que ça veut dire que les tractions sont à bannir pour faire le front lever? Vous pouvez faire des tractions, notamment si vous n'avez pas du tout de tuck front lever, faire des tractions c'est quasi obligatoire. Mais après en fait l'exercice n'est plus assez spécifique pour vraiment débloquer sa figure de la manière la plus rapide. Donc pour répondre à la question, oui c'est bien de faire les mêmes exercices à condition, évidemment je ne l'ai pas précisé, mais à condition qu'on applique la surcharge progressive, à savoir qu'on essaie de faire de mieux en mieux, plus de répétitions, plus d'intensité, et sinon globalement c'est très très bon, oui. Faut-il privilégier le volume ou l'intensité pour débloquer ses figures? Ah là 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 là, le fameux débat volume ou intensité, volume et intensité. Il y a différents discours et à vrai dire en fait les discours sont plus ou moins justes. Moi à mon avis c'est que de toute façon il y a un volume minimal pour débloquer ces figures. Voilà, pour prendre de la force il y a un volume minimal. On peut pas par exemple faire une seule série dans la journée et espérer débloquer notre figure. Non, il faut quand même un travail minimal. Ça va dépendre de chacun. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de faire 48 séries de 5 exercices différents. Pas du tout. À vrai dire 2 à 3 exercices de entre 3 et 6 séries, ça peut largement suffire pour débloquer ces figures. Là, je donne des fourchettes parce qu'évidemment, ça dépend de votre cas, de là où vous en êtes, de la figure que vous travaillez, du temps que vous disposez aussi pour l'entraînement. Donc, moi, j'aurais tendance à plus privilégier l'intensité de la séance. Faut pas oublier que les figures de force, comme leur nom indique, c'est de la force. Donc, du coup, il faut travailler en force. Et pour travailler en force, il faut faire des efforts qui sont courts et intenses. Du coup, qui dit court dit peu de volume et qui dit intense dit très intense. Est-ce que je dois faire du lest ou rester uniquement au poids de corps pour débloquer mes figures de calisthénie? J'ai jamais vraiment fait du lest et avec les élèves avec qui je travaille, je leur propose très rarement de faire du lest. Le poids de corps, c'est très très bien je parle bien pour débloquer une figure, ok? Je ne parle pas pour aller chercher plus loin, pour aller chercher de l'endurance de force ou pour améliorer notre figure. Je parle vraiment pour la débloquer. Le poids de corps, pour moi, ça suffit vraiment largement. On peut se lester pour essayer d'apporter de la variété dans nos entraînements, c'est possible, mais globalement le poids de corps ça suffit largement. Est-ce que l'alcool ou la malbouffe peuvent vraiment freiner la progression? À court terme, non. Enfin, l'alcool ça peut à court terme, mais en vérité quand je dis à court terme, c'est genre par exemple si ce soir vous mangez un cheat meal, le lendemain ça va avoir très peu d'impact sur votre séance et même que ça se trouve vous allez faire votre meilleure séance. Mais par contre sur le moyen long terme, oui, ça va avoir un impact tout simplement parce que en fait, le fait de mal manger, le fait de boire de l'alcool va impacter votre récupération et du coup, vous allez potentiellement être plus sujet à des blessures, mais surtout, vous allez, comme je le dis, mal récupérer et du coup, forcément, vous n'allez pas pouvoir forcer à votre plein potentiel parce que vous n'aurez pas récupéré des séances d'avant. Donc, non, c'est plutôt contre-productif. En fait, au-delà de l'entraînement, en fait, pour votre santé, c'est complètement délétère et surtout dangereux. Donc, moi, je vous encourage à faire attention à ce que vous mangez et surtout à éviter de boire de l'alcool. Est-ce qu'il faut l'interdire? Dans un monde idéal, oui. Après, voilà, je sais que des fois, on aime bien boire un petit coup avec les copains. Tant que c'est pas toutes les semaines ou tous les jours, c'est ok. Mais vraiment, essayer de réduire au maximum. En combien de temps je peux espérer débloquer mes premières figures? Alors ça, c'était une question qui faisait pas mal débat il y a quelques mois, voire même l'année dernière. En ce moment, c'est vrai que j'en entends plus trop parler. Souvent, on disait, ouais, il faut 1 an pour débloquer la planche, il faut 2 mois pour débloquer front lever, 2 jours pour débloquer le handstand. En vérité, je pense que vous en doutez, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, ça dépend vraiment de votre profil, ça dépend de votre fréquence d'entraînement, de votre emploi du temps,
dans une moindre mesure de votre génétique, de l'intention que vous mettez dans vos séances, de votre structure d'entraînement, de votre point de départ, des facteurs externes, à savoir alimentation, sommeil, gestion du stress, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez un travail très physique, enfin bref, ça dépend de tellement de paramètres que c'est complètement impossible de répondre à cette question. Et non, ne soyez pas fâché, frustré ou même triste si vous mettez plus d'un an à débloquer votre full planche. C'est ok, dépendamment de comment vous vous entraînez. Attention, je dis pas que vous devez vous conforter dans le fait que ok, ça fait 8 ans que j'essaie de débloquer ma full planche mais j'y arrive pas. Non, si vous mettez vraiment tous les moyens, vraiment vous mettez toutes les chances de votre côté pour débloquer votre full planche, mais que malheureusement ça prend un peu plus d'un an, c'est ok. Mais par contre, si vous ne mettez pas de l'intensité dans vos entraînements, que vous faites n'importe quoi et que vraiment vous vous donnez pas à fond, là c'est pas ok. Mais en gros, pour répondre à la question, il n'y a pas de temps défini. Est-ce que je peux progresser même si je ne suis pas régulier à 100%? Bon bah là, ça va être un peu comme toutes les questions que j'ai dit avant, ça va dépendre. Qu'est-ce que tu veux entendre par la régularité? En vérité, est-ce qu'il faut être régulier à 100%? Pas forcément. Idéalement, oui, évidemment qu'il faut être régulier à 100% et qu'il faut être là, présent à toutes les séances. Maintenant, c'est pas parce que vous allez louper une séance dans le mois que vraiment vos efforts sont réduits à néant. Par contre, si vous commencez à louper une séance sur deux, là oui, ça va impacter vos performances. Si vous vous entraînez pendant un mois, vous entraînez de façon nickel, mais qu'après pendant 2-3 mois, vous vous entraînez plus, là évidemment, ça va impacter vos performances. Donc, je dirais si je devrais donner, si vous loupez une séance de temps en temps parce que X ou Y qui se passe dans votre vie, c'est ok. Par contre, faut pas que ça soit régulier. Il faut pas que votre irrégularité soit régulière, tout simplement. Est-ce que le repos est aussi important que l'entraînement? Bah franchement, ouais, parce que en vérité, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais vraiment, pour vulgariser, on prend pas du muscle et de la force pendant l'entraînement. Au contraire, on en perd parce qu'on casse des fibres musculaires, etc. On s'épuise, on se fatigue. Et c'est pendant la phase de récupération que notre corps va se reconstruire, entre guillemets, et qui va s'adapter pour pouvoir aborder la prochaine séance un peu mieux, tout simplement. Donc si vous négligez ce côté récupération, sur le court terme, ça aura très peu d'impact, mais par contre, sur vraiment le moyen et long terme, ça va grandement impacter vos performances, mais surtout votre santé. Donc vraiment, faites attention, on rigole pas avec la santé en vérité. N'espérez pas débloquer vos figures et faire des choses stylées si vous êtes en mauvaise santé. Non, le but c'est quand même qu'on progresse à notre plein potentiel tout en ayant une santé optimisée et vraiment pouvoir profiter sur le long terme. Donc ma réponse, ça serait non, il faut faire attention à son sommeil. Et faire attention à son sommeil, ça ne veut pas dire avoir une vie de merde où on s'enferme chez nous. Non, ça veut juste dire faire attention à bien dormir de façon qualitative et surtout avoir assez d'heures de sommeil et pas se coucher trop tard, pas se lever trop tard, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Ok, celle-là, elle dépasse du pot depuis tout à l'heure. Quel est le meilleur exercice pour le muscle up? Eh ben, je vous répondrai que j'ai fait une vidéo sur le seul exercice que vous devriez travailler pour débloquer votre muscle up. Je vous en dis pas plus, la vidéo est dans la description. Je vous invite vraiment à aller la voir, vidéo hyper intéressante pour le muscle up. Et en vérité, je ne donne pas un exercice, mais plutôt 2 exercices. Et rien qu'avec ces 2 exercices, vous pouvez débloquer votre muscle up. Donc vraiment, allez checker la vidéo. Le lien est dans la description. Est-ce que je dois aller à l'échec musculaire? Échec musculaire, qu'est-ce que ça veut dire pour les néophytes qui ne connaissent pas trop? C'est tout simplement en fait aller au bout. Tu veux faire du full front lever, tu fais du full front lever, bah tu vas jusqu'à ce que ton corps ne tienne plus et c'est pas toi qui lâches consciemment, c'est tes muscles qui lâchent parce que t'es mort, tout simplement. C'est ça l'échec musculaire. Est-ce qu'il faut aller à l'échec musculaire? Dans un monde idéal où la récupération n'existe pas, oui, parce que c'est en allant à l'échec musculaire que ça force, que ça met un gros stress à ton corps et que ça le force à réellement s'adapter à 100%. Donc oui, mais, si vous avez écouté le début de ma phrase, j'ai dit dans un monde idéal. Vous vous en doutez, on n'est pas dans un monde idéal, on est dans un monde normal et du coup on a besoin de récupération. Du coup si on va à l'échec musculaire à chaque fois, on va flinguer notre récupération et du coup on risque de se blesser, de tomber dans le surentraînement et du coup de stagner, voire même régresser. Donc je ne dirais pas qu'il faut aller à chaque fois à l'échec musculaire, mais il faut s'en rapprocher le plus possible sans pour autant délaisser la récupération. Donc ça, ça vient avec l'expérience pour savoir est-ce que je dois mettre beaucoup d'intensité ou pas. Ça va venir avec l'expérience. Globalement, il faut
vous rapprocher au maximum. Si vous n'êtes pas à 100%, donnez-vous à 90-95%. Mais encore une fois, je peux pas donner une réponse 100% oui, 100% non. Comme d'habitude, en fait, il y a des nuances parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a forcément des nuances de gris. De temps en temps, on peut y aller, évidemment, ça fait toujours du bien de savoir un peu où est-ce qu'on en est au max. Mais sinon, il faut globalement se rapprocher le plus possible, mais pas aller le tatillonner. Est-ce que je dois m'abonner à la chaîne YouTube de Damien F? Oui, vous devez vous abonner parce que vous avez une vidéo toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines quand je suis bien motivé, avec énormément de valeur. Donc oui, vous devez vous abonner et en même temps, vous devez aller follow le compte Instagram de Damien F, qui est moi-même finalement. Le lien est dans la description. Comment éviter de se blesser quand on débute? Alors, il faut savoir que le risque zéro n'existe pas. À partir du moment en fait où vous appliquez du stress sur votre corps, il y a risque de blessure. Il y a qu'à voir le nombre de personnes qui se blessent au dos en restant assis toute la journée. Il y a en fait, le risque zéro n'existe pas. Donc déjà, il faut pas se dire, ok, il faut pas que je me lève. Non, ça peut arriver malheureusement. Ok, ça fait partie du sport. Ensuite, il faut différencier douleur et blessure. Une douleur, ça peut être une gêne qui arrive pendant l'entraînement. On essaye d'ajuster un petit peu. Blessure, c'est vraiment une grosse douleur qui vous empêche de vous entraîner. Comment réduire ce risque de blessure? Déjà par l'échauffement, comme j'expliquais au début de vidéo, l'échauffement articulaire avec un peu de mobilité, histoire de préparer vos articulations à l'effort. Ça peut être intéressant. L'échauffement cardiovasculaire également, et vous pouvez chauffer un petit peu vos muscles également si par exemple on est comme en ce moment en plein hiver qui fait froid. Là vous pouvez mettre un peu plus d'intention dans votre échauffement. Sinon on travaille de façon progressive, d'accord. Les figures par exemple, si on n'a jamais fait de front lever de sa vie, qu'on n'a jamais fait de tuck front lever de sa vie, on commence pas à travailler en full front lever intensité maximum. Non, on y va progressivement. Comme je le disais avant, on ne va pas à l'échec musculaire à chaque fois. Gros risque de blessure. Ensuite, on ne néglige pas son alimentation, son sommeil. Ensuite, voilà, vous entraîner de façon intelligente, savoir quand est-ce qu'il faut se reposer, savoir quand est-ce que vous pouvez vous donner au max, savoir quand vous pouvez vous entraîner mais vous réduisez un petit peu le volume. Au final, ça viendra avec l'expérience, mais globalement, si vous vous entraînez de façon progressive, intelligente, que vous faites attention au sommeil, à l'alimentation et que vous n'allez pas trop vite et que vous ne bourrinez pas comme un gros bourrin, ça réduit pas mal les risques. Dernier conseil, travaillez votre mobilité, ça peut grandement vous aider. Je veux commencer la calisthénie, mais je vais faire de la salle de sport avant pour me renforcer. C'est bien? Ah là là, vous imaginez pas, je pense peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous comptez faire ça, mais vous imaginez pas le nombre de personnes qui me demandent ou alors qui me disent, écoute, je veux faire de la calisthénie, mais là pour l'instant je vais faire 1 an de salle de sport en soulevant des poids pour me muscler, me prendre en force avant d'attaquer la calisthénie pour être prêt. Non, non, non. Est-ce que un joueur de tennis va s'entraîner au ping-pong pour être bon au tennis? Non, 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 non. La musculation et la calisthénie, notamment les figures de calisthénie, c'est 2 sports complètement différents. C'est 2 sports complètement différents. Donc je ne comprends pas pourquoi vous irez vous emmerder à soulever des poids à la salle alors que vous voulez faire de la calisthénie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Arrêtez ça tout de suite. Si vous voulez vous renforcer, renforcez-vous spécifiquement en faisant de la calisthénie. Renforcez-vous en faisant la base si vous n'avez pas d'antécédents sportifs, comme je disais au début de la vidéo. Mais surtout, si vous voulez vos figures, travaillez vos figures. C'est en travaillant les figures, vous allez vous renforcer pour les figures, en fait. Donc, non, ne faites pas de salle de muscu pour... Non, ça n'a pas de sens. Donc, non, c'est pas bien. Est-ce que la motivation suffit ou est-ce que la discipline est obligatoire? Ah là 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 là. Évidemment, la réponse est la discipline est obligatoire dans le sens où si vous comptez seulement sur la motivation, vous allez vous rendre compte que la motivation c'est cyclique. Vous aurez des hauts et il y aura des bas, d'accord? Donc si vous attendez à chaque fois d'être au pic de votre motivation pour vous entraîner, ça va entraîner un manque de régularité. Et du coup, vous n'allez pas être régulier dans vos entraînements et du coup, vous n'allez pas progresser. Parce qu'on a besoin d'être régulier dans l'entraînement, besoin de répéter et forcer notre corps à s'adapter. Si on ne fait pas ça, notre corps n'a aucune raison de s'adapter et du coup, on ne progresse pas. Sauf que la discipline, c'est bien. C'est quoi? C'est faire ce que l'on doit faire parce qu'on sait que c'est important, même quand on n'a pas envie de le faire. C'est bien d'être discipliné, mais être seulement discipliné mais avoir zéro motivation, c'est pas bon non plus. En fait, il faut vraiment travailler avec les deux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous arrivez à l'entraînement, que vous êtes au rendez-vous à chaque entraînement, mais que pendant l'entraînement, vous n'avez pas envie, vous ne prenez aucun plaisir, vous n'êtes pas motivé, et que par conséquent, vous ne mettez absolument aucune intention de vouloir progresser, vous allez forcément stagner. Et croyez-moi que je sais de quoi je parle.
La planche, la full planche m'a fait énormément stagner à cause de ça. Je ne prenais aucun plaisir dans mes entraînements, je ne m'amusais pas, il n'y avait aucune intention de réellement vouloir progresser et du coup forcément pendant plusieurs mois j'ai pas progressé. Ce n'est que récemment que j'ai retrouvé goût à l'entraînement et forcément j'ai carrément progressé sur ma full planche. Motivation et discipline, ça travaille ensemble. Comment savoir si je fais les bons exercices ou si je perds mon temps? Question super intéressante. Merci à moi-même d'y avoir pensé. En vérité, comment savoir si tu fais les bons exercices? Déjà, est-ce que tu progresses? Si la réponse est oui et que tu progresses de façon normale, probablement que tu as les bons exercices. Attention, il faut être sûr que tu progresses. Faut pas juste que tu dises je pense que je progresse. Donc pour ça, on doit noter ses entraînements. Mais surtout, si tu fais des exercices qui sont spécifiques aux figures, logiquement, tu as les bons exercices. Ah là là, je l'attendais cette question. Est-ce que la calisthénie c'est fait pour tout le monde ou seulement pour les gens qui sont petits? La réponse c'est fait pour tout le monde évidemment. À partir du moment que vous avez un corps avec 2 bras, 2 jambes, et encore il peut même vous manquer une jambe ou vous manquer un bras, vous pouvez quand même faire de la calisthénie. À partir du moment où vous êtes un être humain, que vous pouvez bouger et utiliser votre corps, la calisthénie c'est fait pour vous. Il y a beaucoup de grands qui se cachent derrière cette génétique et qui se disent « Ouais, mais c'est pas fait pour moi. Ouais, mais c'est à cause de ça que je progresse pas vite. Ouais, mais ceci. Ouais, mais cela. » En vérité, la génétique, pour être totalement honnête avec vous, ça n'aura que très peu d'impact dans vos performances au niveau amateur. Si vous voulez aller chercher le niveau professionnel, faire des compétitions et vraiment vous battre, vous faire des battles contre d'autres personnes, là la génétique va avoir un rôle parce que évidemment qu'un battle entre un mec d'1m90, 90 kg et contre un mec de 1m60, 56 kg, bon, là, génétiquement, il y a quand même une grosse différence et forcément, ça va se ressentir sur les performances. Mais au niveau amateur, être grand ne vous empêchera pas d'atteindre votre meilleur niveau à votre plein potentiel. Vraiment pas. Si avant même de commencer le sport, vous vous dites « Ah non, mais ça va être dur parce que je suis grand », vraiment, ne faites pas ce sport. Vraiment, c'est pas fait pour vous et arrêtez. Et changez de sport, allez faire du basket. Parce que vraiment, non, il y a des grands qui performent en calisthénie. À chaque fois que j'évoque les grands ou des personnes un peu lourdes, entre guillemets, par rapport à ce qui se fait dans le haut niveau, je pense souvent à Vincent Cali qui a des performances de fou, une magnifique maltaise, une magnifique full planche et qui en plus a ce côté artistique de la discipline que j'aime beaucoup. Vincent Cali, il est pas tout petit, il est pas tout maigre, il a une génétique pas très avantageuse et pourtant il a un gros niveau. Il y en a sûrement des milliers d'autres auxquels je ne pense pas d'athlètes. Vraiment, ne vous arrêtez pas à votre génétique. Ce qui compte le plus, c'est l'intention que vous allez mettre dans vos entraînements, c'est l'intensité, c'est la façon dont vous vous entraînez, plus que votre génétique. Après, comme je dis, quand vous allez tâter le haut niveau, là, ça va avoir un impact un peu plus important, parce que si vous êtes proche du haut niveau, c'est a priori que vous entraînez assez bien, que vous mettez assez d'intensité, donc là, forcément, la génétique va avoir un impact. Mais avant, en vérité, il y en a très peu. Oui, ça sera plus dur pour les grands. Oui, ça sera un poil plus lent que pour les petits. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc vous pouvez très bien vous amuser dans la discipline. Quelle est l'erreur numéro 1 des débutants en calisthénie? C'est de ne pas être abonné à ma chaîne YouTube. Eh oui. Non, je dirais, quelle est l'erreur numéro 1 des débutants en calisthénie? Question hyper intéressante. Je vous avoue que j'avais complètement oublié cette question. Du coup, même dans ma tête, je ne l'avais même pas préparée. L'erreur numéro 1, c'est en vrai la perte de temps. Perdre du temps à vouloir absolument se renforcer avec les bases, vouloir absolument se faire de la salle de muscu pour avoir assez de force, vouloir 20 secondes de tuck avant de passer à l'advanced tuck. Vous voyez, il y a plusieurs points, en fait plusieurs étapes où on perd énormément de temps pour débloquer ces figures. Ne perdez pas de temps. Ça veut pas dire que, parce que quand je dis ça, les gens me disent ouais mais moi je suis pas pressé. C'est pas parce que tu n'es pas pressé que tu peux pas obtenir tes figures de façon plus optimale. Ça veut pas dire que tu vas aller chercher le haut niveau, ça veut juste dire que tu vas progresser un peu plus rapidement et que du coup tu vas pouvoir aller chercher plus de figures sur le long terme, tu vas pouvoir plus t'amuser. Donc non, la perte de temps. Moi, je dirais l'erreur numéro 1, c'est la perte de temps. Est-ce que je dois m'entraîner tous les jours pour progresser? Là, c'est en fonction de toi, de ton emploi du temps. Idéalement, oui. Moi, typiquement, je m'entraîne quasiment tous les jours. La plupart des athlètes s'entraînent aussi tous les jours. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'entraîner avec une grosse intensité et un gros volume tous les jours? Évidemment que non. S'entraîner tous les jours, on n'aura pas la même programmation, la même structure d'entraînement et les mêmes séances que quelqu'un qui va s'entraîner que 4 fois par semaine.
évidemment. Donc là, ça va dépendre de vous, de votre emploi du temps et de votre capacité à récupérer et surtout de votre structure d'entraînement. Mais vous pouvez très bien vous entraîner tous les jours, il n'y a aucun problème à condition que vous adaptez et que surtout vous écoutiez votre corps. Est-ce que copier les entraînements des athlètes avancés est une bonne idée? Ça dépend. Est-ce que tu es un athlète avancé? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les athlètes avancés, moi, quand je dis athlète avancé, je pense à l'élite, aux athlètes professionnels. Généralement, ces athlètes ont déjà leur figure. Et leur but, c'est de combiner toutes les figures dynamiques et statiques pour faire des combos, les combos les plus puissants, les plus fluides, les plus stylés possibles afin de remporter une compétition souvent ou alors juste pour le plaisir. Vous, en tant que débutant ou amateur plus, votre but c'est de débloquer les figures. Donc les élites, eux, ne s'entraînent pas pour débloquer une figure, ils s'entraînent pour enchaîner ces figures. Donc ils sont plus dans un travail de force, ils sont plutôt dans un travail d'endurance de force. Donc c'est déjà pas la même filière énergétique et surtout il n'y a pas le même but. D'accord? Un déblocage figure et un combo de figures, c'est presque deux sports différents. Donc non, vous ne devez pas vous entraîner de la même façon que ces athlètes-là. Est-ce que c'est normal de stagner longtemps sur une figure? Ça dépend ce que tu appelles longtemps. Si tu stagnes une semaine sur une figure, c'est normal, ça peut arriver. Voilà, comme je dis, on a des moments de haut, des moments de bas. Peut-être que tu es dans une phase un peu de down, mais si cette stagnation, elle dure déjà rien que plusieurs semaines, plusieurs mois, là non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est qu'il y a sûrement, c'est sûr et certain, il y a un point qui te bloque, soit au niveau du choix des exercices, soit au niveau de ta motivation, de ton intention que tu mets, soit de ta structuration, soit de ta récupération, ton alimentation. Bref, ça peut être plein de facteurs différents. Évidemment, je peux pas te dire, c'est ça qui te bloque, vu que je connais pas ton cas, mais non, ce n'est pas normal de stagner plusieurs mois sur une figure, même plusieurs semaines. Par contre, si c'est juste quelques jours, ça peut arriver, oui. Tu vas pas progresser de séance en séance en séance. Sinon, imagine le niveau que tu pourras atteindre au bout d'un an. Si tu t'entraînes tous les jours et qu'à chaque séance, tu progresses, à la fin de l'année, tu es champion du monde. Donc oui, sur quelques jours, c'est normal. Plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est pas normal, il y a quelque chose à changer. Donc là, tu dois analyser. C'est pour ça que c'est très important de noter ces entraînements pour analyser les données, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. Est-ce que je peux travailler plusieurs figures en même temps? Oui, et je t'encourage d'ailleurs à travailler plusieurs figures en même temps. Mais attention, on fait ça de manière intelligente. On ne travaille pas non plus 36 figures en même temps. Ça sert à rien. Tu vas trop t'éparpiller, tu vas trop disperser ton énergie et au final, tu vas pas progresser. Tu peux très bien travailler 2-3 figures en même temps. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est par exemple, tu sélectionnes une figure de push, une figure de pull et tu peux faire du hand balance à côté. Donc ça te fait 3 figures par exemple. Voilà, ça va très très bien à condition que tu structures comme il faut tes entraînements. Mais tu n'es pas obligé de te focus uniquement sur une figure. Dès que tu as cette figure, boum, tu passes à une autre figure et ainsi de suite. Non, tu peux entraîner 2-3 figures, ça va très très bien à condition d'avoir l'entraînement adéquat. À quel moment je sais que je peux passer à une progression plus dure? En vrai, il n'y a jamais un moment où tu diras ok, là, il faut que je passe à la progression d'après. Tu sais, il n'y aura jamais ce shift mental. Donc en vérité, à quel moment tu le sais? Faut que tu testes. Tu es sur ton front lever, tu es en advanced stock front lever, prochaine étape, c'est le one leg front lever. Comment tu sais? Tu testes en fait. Tu testes et tu vois si la one leg ça passe. Si tu arrives à gratter un peu de hold en one leg, tu testes tout simplement. Et par exemple, tu étends, tu passes en one leg, ça tient un tout petit peu même avec le bassin cassé, tu grappilles du temps sous tension comme ça, boum, après tu ramènes tes jambes, tu passes en advanced stock histoire de terminer, de gratter encore un petit peu de temps sous tension. En vérité, il n'y a pas de réponse toute faite, il y aura pas de moment de déclic où tu dis ok, là c'est bon, je peux passer au full front lever. Il faut juste que tu testes, c'est comme ça que tu le sauras si tu peux passer à la progression d'après. Faut-il travailler la technique avant la force ou l'inverse? Alors, moi, pour débloquer ces premières figures, je serais d'avis de travailler principalement en force, surtout qu'en plus les figures, on va dire avant la full planche, il y a de la technique qui rentre en compte, mais c'est surtout beaucoup de force. Donc non, bourriner la force. Quand je dis bourriner, attention, c'est intelligemment, mais on bourrine la force et on corrige la technique après. Le front lever, vous bourrinez la force et c'est quand vous allez prendre de la force dans votre grand dorsal que vous allez pouvoir corriger la technique. Si vous essayez de corriger la technique avant d'avoir la force pour corriger cette technique, ça n'a pas de sens, c'est pas très pertinent. Donc on fait de la force et avec cette force, on corrige la technique après. Est-ce que le poids du corps influence la difficulté des figures? Oui, évidemment. Si pour une taille de 1m70, vous faites 60, 70, 80 ou 90 kg, forcément que ça ne sera pas la même difficulté. Surtout, ce qui va impacter vos figures, ça va être votre taux de masse grasse. Plus vous serez gras, plus ça sera dur, parce que la masse grasse, c'est du poids mort. Au final, ça ne vous sert pas à grand-chose. Maintenant, attention, une fois que vous avez votre poids assez stable,
Si vous vous pesez tous les jours et que le lendemain vous voyez que vous avez pris 200 grammes, clairement ces 200 grammes ils vont pas avoir un impact sur votre séance, ok? Si vous voyez qu'il y a vraiment qu'à chaque fois que vous pesez, que vous avez pris du poids, vous faites une séance mauvaise, c'est juste qu'en fait vous vous êtes pesé et que vous vous êtes dit ok putain je suis trop lourd là pour ma séance, du coup ma séance ça va être trop dure. Forcément vous arrivez à la séance avec déjà une appréhension du fait d'être trop lourd, donc forcément ça va créer une mauvaise séance. Donc moi ce que je vous conseille c'est déjà d'espacer les moments où vous vous pesez, au lieu de vous peser tous les jours, vous pesez toutes les semaines par exemple si vous voulez faire attention à votre poids, mais globalement une fois que vous avez un poids assez stable, non ça a que très peu d'impact. Ça a très peu d'impact, vraiment. Par contre, oui, si vous commencez que vous êtes en surpoids ou en obésité, bah là, il va falloir faire une sèche absolument pour pouvoir ensuite attaquer les figures de calisthénie. Que faire quand on est fatigué mais qu'on n'a pas envie de rater sa séance? Bon, bah réponse très très rapide, on adapte sa séance tout simplement. On réduit le volume, on réduit l'intensité, on fait du travail qu'à l'élastique par exemple. Bref, on s'adapte et il faut savoir s'adapter. C'est super important. Pourquoi j'ai l'impression d'être fort en traction mais nul en front lever? Bah, ça rejoint ce que je disais au début de vidéo, c'est que les tractions c'est bien parce que ça travaille le front lever, mais c'est pas parce que tu auras 20, 30, 40 tractions que tu vas débloquer ton front lever. Tout simplement parce que certes, le muscle engagé principalement est le même, le grand dorsal, mais l'angle de travail et la spécificité ne sont pas pareils. Pour travailler ton front lever de façon efficace, il faut que tu fasses du front lever. Est-ce que perdre du gras aide à débloquer certaines figures? Oui, ça peut aider forcément. Là, si je dis non, c'est comme je disais, le gras c'est du poids mort. Après, ça dépend. Si vous êtes déjà à 10% de masse grasse et que du coup vous n'avez pas grand chose à perdre, est-ce que ça vaut le coup de faire une sèche? C'est vous qui voyez, mais par contre si vous êtes en obésité, oui là il faudra perdre du gras comme je disais tout à l'heure. Est-ce que certaines figures sont incompatibles entre elles? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en gros, est-ce que par exemple je peux travailler mon front lever avec mon muscle up et mon handstand? En vérité, bah non, il n'y a pas d'incompatibilité, vous pouvez globalement tout travailler tant que c'est fait de manière intelligente, pertinente et surtout cohérente. Il n'y a pas d'incompatibilité. Enfin, c'est pas parce que vous allez travailler une figure que vous ne pourrez pas travailler l'autre figure. Il n'y a pas de figures qui sont incompatibles, en tout cas pas sur les premières figures. Et enfin, la dernière question, les amis, la dernière question. Je sais pas si j'aurais laissé toutes les questions au montage, parce qu'il y a certaines questions qui se ressemblaient, j'ai pas fait gaffe quand j'ai préparé les questions, mais il y avait certaines questions qui se ressemblaient, donc je sais pas si j'ai gardé les 30 questions. En tout cas, bah, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, et surtout, bah, si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à le dire. En vérité, ça sert à rien de le dire parce que la partie 2 est déjà quasi prête, les questions sont prêtes, il ne me reste plus qu'à la tourner, donc il y aura une partie 2 de ce format que j'adore énormément. Est-ce qu'il faut travailler les figures dans un ordre précis? En vérité, non, il n'y a pas d'ordre. Si vous voulez attaquer la calisthénie et attaquer tout de suite à bosser la maltaise ou la full planche, vous pouvez techniquement. Vous pouvez. Est-ce que c'est la meilleure manière? Je sais pas. Je sais pas parce que chacun est libre de faire la calisthénie qu'il veut. Maintenant, moi, c'est pas réellement ce que je préconise, tout simplement parce que le chemin vers la full planche et la maltaise, c'est un chemin quand même qui se vise sur le long terme. Et du coup, autant profiter de petites victoires au début en débloquant des figures un peu plus accessibles, comme par exemple le front lever, le muscle up, le handstand, les handstand push-up. Voilà, histoire de se renforcer articulairement et musculairement, mais ça va déjà habituer votre corps à travailler sous contrainte. Je pense que ça peut réellement vous aider, mais là où ça va vous aider, c'est surtout dans votre mental. Le fait de débloquer plein de figures, ça va grandement vous aider parce que vous allez kiffer ça et ça va être trop cool. Vous allez avoir un panel de figures incroyable pour impressionner vos potes ou même pour vous impressionner vous. On arrive au terme de cette vidéo. Je me dois d'être honnête avec vous, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. J'ai beaucoup parlé. Encore une fois, là je suis du coup à 46 minutes de tournage. Je pensais vraiment pouvoir faire des réponses courtes, très très courtes. Bref, je verrai ce que je garde au montage. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu plus chill que d'habitude, avec moins de script. J'ai vraiment essayé d'être full authentique, vraiment vous apporter un maximum de connaissances sans préparation. Voilà toutes les questions auxquelles on a répondu. Avec toutes ces réponses, vous pouvez attaquer la calisthénie. En vérité, la calisthénie, c'est un sport comme un autre. C'est pas plus dur que la musculation, c'est pas plus dur que le foot, c'est pas plus dur que le basket. Ça a ses spécificités, mais en tout cas pour débuter, c'est pas plus dur qu'un autre sport. Donc vraiment, je vous encourage à arrêter de vous poser des questions, foncez, à travailler intelligemment, faites appel à un coach si jamais vous avez trop de doutes, mais vraiment lancez-vous quoi les gars, vraiment lancez-vous. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, petit commentaire, petit pouce bleu et petit partage. Moi je vous dis du coup à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde.